Salut mes nakamas, c'est Doug, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de ce chapitre 981, un chapitre absolument excellent, du suspense, de l'action, de l'humour, de la grosse connerie comme d'habitude. Avant de faire la critique analyse en détail, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Pourquoi? Parce que à la fin, il y a le résultat du concours avec ADN où il y avait à gagner des codes pour avoir un mois gratuit sur ADN. Il y avait un concours qui était sur Twitter, sur Facebook et aussi sur la vidéo que j'avais fait One Piece Pognon. On va commencer par quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, c'est de faire une petite analyse du color spray. Pourquoi? Parce que je me le suis pris, je vais pas dire que je me le suis pris en pleine gueule, mais j'ai voulu faire un putain de troll et ce troll m'est revenu en pleine face mais en version Mac 2. Il y en a beaucoup qui font des théories sur les color spray et moi je dis que les color spray, pour moi il n'y a pas de quoi faire des théories dessus parce que c'est plus des délires que fait Eiichiro Oda plus que le fait de mettre des foreshadowing. Oui, on utilise encore le mot foreshadowing dans des vidéos One Piece. Ouais, enfin bref, vous comprenez de quoi un petit peu je veux parler. Tout ça pour dire que quand je vois un color spray, maintenant j'aime bien partir un petit peu dans les délires et faire une théorie complètement what the fuck. Et là on voit un coq avec justement cette crête en forme de flamme avec des lunettes et là je dis bon bah allez c'est bon les gars, ok, ça Eiichiro Oda est en train de nous faire un foreshadowing pour nous annoncer l'arrivée de Marco. En tant que tel, annoncer l'arrivée de Marco n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi? Parce que quand on le voit dans le chapitre 909, on sait que Neko Mamushi va réussir à le ramener. Surtout qu'après avec la rêverie, on apprend que les Shichibukai sont destitués, donc Webble maintenant va avoir autre chose à faire que d'aller retrouver Marco pour prendre le soi-disant trésor qu'il y a de Barbe Blanche. Donc on sait que Marco va revenir avec Neko Mamushi. Sauf que je pensais qu'il allait revenir à un moment où la bataille allait battre son plein, que Luffy allait avoir un problème et tout, et là que Marco en Phoenix allait arriver pour sauver, pour se mettre devant Luffy, un petit peu un remake de ce qui s'est passé au niveau de Marineford. Je voyais une arrivée comme ça, donc moi dans ma tête, c'est une annonce pour dire qu'il va arriver dans au moins une dizaine, voire 15 chapitres. Sauf que là, où je me prends le truc en pleine gueule, c'est qu'il arrive à la fin de la vidéo. C'est-à-dire que déjà quand je lis le titre, des renforts, donc des renforts obligatoirement, ça va être qui? Ça va être des renforts forcément pour les Mugi. Donc obligatoirement ça va être Marco et aussi Neko Mamushi. Et après quand il arrive à la fin, bah voilà, le truc, comme ça que dit, le haki du turfu. Non. C'est seulement qu'une analyse normale de du manga en tant que tel. Par contre, quand on voit un truc comme ça, quand on voit un color spray, et là je vais faire une grosse parenthèse en introduction, pour moi ce qui est vraiment important, c'est de ne pas chercher un foreshadowing, ne pas chercher une théorie. Moi le but, c'est vraiment de comprendre pourquoi Eiichiro Oda a mis ça. Il y en a certains qui vont dire oui, alors là t'as une théorie qu'on a Sanji qui est en train de faire un petit peu comme Apu, on va voir un combat entre Apu et Sanji. Donc voilà, le truc de base lambda. Non, moi ce que je veux, et c'est ça qui est pour moi qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi Eiichiro Oda a décidé de mettre ça. Pourquoi il a foutu un coq, un chat, un âne et un chien. Et là il y a un truc qui a fait un petit peu tilt dans la tête, a fait mais putain, j'ai déjà entendu ça quelque part. Et oui, rappelez-vous les contes de Grimm, rappelez-vous le conte Les musiciens de Brême. Qu'est-ce qui se passe dans ça? C'est tout simplement des animaux, le début commence par un âne qui devient vieux, donc son maître veut le tuer, et là lui il décide de se barrer, et forcément il décide de quoi? Il décide de aller dans une fanfare et de devenir musicien. Donc il se passe des trucs, donc c'est lié aussi à la musique, et ça... c'est la première couche. Ça, c'est le premier effet qui se coule. Après, t'as le deuxième effet qui se coule. De se dire, mais comment Oda, lui, connaît ce conte? Ce conte a une aura mondiale et il y a même des statues dans différents pays. Il y a une statue au Japon qui est dans la ville de Fushikawa Gushiko. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a aussi une référence par rapport à un manga. Ça, c'est un truc sur du rock'n'roll ou sur du hardcore. Je me rappelle plus trop. Et ça, c'est fait par un mangaka qui s'appelle Haruto Umezawa. Et ce qui est vraiment classe, c'est qu'il a fait ce manga en 2000 et 2001, mais surtout, il a fait d'autres mangas, dont un en 1992 qui était Alléluia. Et de 1993 à 1999, il y a eu 33 tomes et le nom c'était Alléluia 2. Et donc, ce mangaka est en un sens un collègue d'Eiichiro Oda. Donc ici, on a peut-être un petit clin d'œil par rapport à ce mangaka. Quand tu grattes un petit peu,
t'as peut-être des choses beaucoup plus intéressantes à apprendre qu'une simple théorie. Là aussi, là il a été très très fort. Et là je fais un gros merci à Lufistude, c'est lui qui a trouvé. Il y a un panneau qui est juste devant les platines et il y a quelque chose qui est marqué. Donc je me suis dit, mais s'il a marqué ça Ishiroda, c'est obligatoirement que ça vient de quelque part. Et là, bah ça vient tout simplement d'une citation d'un écrivain allemand. La musique seule est un langage universel et n'a point besoin d'être traduite. C'est que par elle, l'âme parle à l'âme. Et ça, c'est un écrivain allemand du 19e siècle qui est Bertolt Feuerbach. C'est génial, parce que moi ça me permet d'augmenter un petit peu ma culture générale, et ce qui raconte par la musique, on le ressent aussi un petit peu par tout ce que Ishiroda fait. C'est-à-dire que c'est l'âme d'Ishiroda qui vient de parler à notre âme, à nous. Vous voyez, en un dessin, en un artwork color, en un color spray, vous voyez tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut comprendre sur Ishiroda en tant que mangaka bien sûr, mais surtout en tant que personne. Et moi personnellement, c'est un truc qui me fait triper, et voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous aussi, les trucs comme ça vous font triper. Alors maintenant, on va vraiment s'attaquer au chapitre, et comme d'habitude, on va prendre page par page pour rien oublier, et on commence par Kid qui fout une sacrée mandale à Apu, et ça fait plaisir. L'autre chose qui fait aussi plaisir, c'est que Apu n'est pas KO après cette attaque. On voit toujours que Queen est en train de se dire, oui bah Babanuki il m'a quand même bien niqué la gueule parce que tout est sous contrôle. Non, et ben non, rien n'est sous contrôle. Et ce qui est vraiment excellent, c'est qu'on apprend, et ça on le savait déjà si mes souvenirs sont bons, c'est que Apu depuis le départ, il est avec Kaido. Apu, j'ai énormément de respect pour lui maintenant. Autre, le fait qu'il ait un pouvoir qui est assez conséquent, mais on voit que son pouvoir a quand même un point faible. C'est un pirate qui a la tête sur les épaules, un peu comme Hawkins. C'est-à-dire que Hawkins, il a ses cartes et il voit le futur, et il sait ce qu'il doit faire et il sait ce qu'il ne doit pas faire. Ce sont totalement l'inverse de Kid et aussi de Luffy. Si tu prends les statistiques de Luffy quand il part à un combat, par exemple au début contre Arlong, contre Crocodile, contre le CP9, etc., il part perdant. Si tu prends les probabilités, si Hawkins il était avec lui dans le truc, il dirait non, on peut pas y aller parce que là, on a 0,01% de chance de gagner. Et pourtant, cette chance infinitésimale, je sais même pas si je l'ai bien dit, il arrive à l'avoir, et il arrive à s'en sortir. C'est comme aller sauver Ace dans Impel Down, et après, au niveau de Marineford, normalement ça marche pas. D'ailleurs, ça a pas marché d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Enfin bref, là on a un Apu qui est en train de dire, il faut être lucide, il faut regarder la réalité en face. Nous sommes que de simples Rocky, nous sommes que de simples Supernova, et on ne peut pas, même si on s'allie, on ne peut pas niquer un empereur. Et en un sens, se battre contre Shanks, je pense que de tous les empereurs qui veulent avoir, je pense que Shanks est peut-être le plus dur à tuer. Enfin ça, c'est mon avis personnel. Lui, il est cartésien, il dit non, on peut pas, donc on va s'allier. Et là, Kid et Luffy disent non, nique les empereurs, on va y aller et on va leur faire leur fête. Et là arrive pour moi l'une des plus... tout simplement, la déception de ce chapitre, c'est les Numbers. Les Numbers, quand tu les vois dans les précédents chapitres, quand ils ont été annoncés, tout ça, quand on les voit marcher dans l'ombre avec ces gueules de monstres en ombre et tout ça, tu t'attends à un truc absolument dingue. Et là, quand tu vois la gueule de ce truc... Putain, on dirait un Kevin. J'ai rien contre les Kevin, hein. J'ai rien contre les personnes qui s'appellent Kevin, hein. Mais franchement, il ressemble à rien avec cette coupe au bol, avec ses habits. Voilà, je me pose des questions. En plus, ils ont l'air intéressants parce que Kid se pose la question, il dit mais c'est un géant? Non, il est bien plus grand. On voit qu'il a des cornes. Alors est-ce que ces cornes, c'est des cornes qu'il a réellement ou c'est dû à un fruit qu'il a mangé? Est-ce que ces mecs-là, est-ce que c'est le chaînon qu'on a entre les géants d'Elbaf et la race des cornus comme Oz et tout ça? Je n'ai pas de doute sur ce que va faire Ishiroda. Il va sûrement après nous donner une transformation. Là ils sont en aspect humain. Là tu le vois d'ailleurs qu'il doit être un petit peu bourré. Après on a Kid, Luffy ainsi que Killer et Zoro. J'ai failli oublier Zoro, qui sont en train de partir. Killer il est là, et Killer on voit que c'est le mec qui est intelligent. On voit c'est le mec qui a la tête sur les épaules. On voit aussi qu'il a dû manger un smile sous la contrainte, parce que Orochi lui a dit si tu veux sauver ton capitaine, eh bien tu manges le smile. Et ça en un sens on peut faire
une comparaison entre Killer et Zoro. Et là surtout ce qu'on apprend, c'est que le pouvoir d'Apu est lié bien sûr au son qu'on entend. C'est-à-dire que si tu te bouches les oreilles, j'entends plus rien quand je fais ma vidéo, et j'ai l'air d'un con. Quand tu te bouches les oreilles, t'entends plus le son de Apu, donc l'attaque peut être carrément annulée si tu n'entends rien, voire même l'attaque peut être diminuée si tu entends presque pas de son. C'est-à-dire qu'une coupure qui a fait une grosse balafre à Zoro, la grosse blessure peut devenir seulement qu'une petite coupure de rien du tout. Et là, on va faire un petit parallèle parce qu'il y en a beaucoup qui ont apprécié quand j'ai dit ça justement dans la réaction live. Ça fait penser à Saint Seiya, quand on a Asgard, où on a Siegfried qui est contre Sorrento. Sorrento, bien sûr, joue de la flûte traversière et arrive à contrôler ses ennemis. Et là, Siegfried peut rien faire. Et là, il décide tout simplement de quoi? De se crever les tympans. Sauf que le pouvoir de Sorrento, c'est pas comme le pouvoir de Apu. Apu, le son est obligé d'aller par les oreilles jusqu'au cerveau, alors que le son de Sorrento, lui, il va directement dans le cerveau. C'est-à-dire que même en s'étant crevé les tympans, mais la musique de Sorrento arrive toujours à l'avoir. Et si on reprend toujours cet arc d'Asgard pour ceux qui l'ont regardé, il y a un autre chevalier qui utilise aussi la musique. Mime, à un moment, t'as Shun qui attaque à fond, et il est tellement énervé, et il est tellement dans le combat que les battements de son cœur arrivent un petit peu à comprimer les vaisseaux au niveau des tympans et viennent faire une sorte de sourdine par rapport aux battements, et donc il ne perçoit plus la musique de Mime. Et donc il pense l'avoir comme ça, mais il n'arrive pas à l'avoir parce qu'il se passe quelque chose. Donc ce qui veut dire que ça pourrait être parfaitement repris dans le manga d'Ichiro Oda dans One Piece. Et là on peut partir encore plus loin, et là on fait une référence à vous, grands fans de Dragon Ball. Rappelez-vous le premier Tenkaichi où on a le combat de Krillin contre le mec qui pète, qui pue et tout ça. Krillin il a deux doigts de perdre le combat, et là t'as Goku, il dit mais continue à combattre, t'as pas de nez, donc tu peux pas sentir. Et là l'autre il fait mais oui c'est vrai. Et là dans l'équipage on a qui a pas d'oreille? On a Brook qui a pas d'oreille. Bon, il entend quand même, mais Ichiro Oda peut peut-être jouer sur un petit truc là-dessus. En plus, combat de Brook contre Apu, il y a de la musique. Bref, après, on a un truc qui est vraiment très très intéressant. On a Who is Who qui est là avec les membres de son propre équipage. C'est ça qui est intéressant. Parce que, qu'est-ce qu'on nous a annoncé il y a quelques temps, d'ailleurs, dans mes souvenirs, c'est même King qui le dit, c'est que les mecs qui sont les Tobiropo, j'allais dire les Tenryubito, non, les Tobiropo, eh bien, c'est d'anciens capitaine avec un équipage. Donc là, l'équipage qu'on a là, c'est l'équipage, l'ancien équipage de Who is Who. Ils sont tous avec des trucs de chat. On voit qu'il y a un tigre, on voit qu'il y a un minx, on voit qu'il y a deux chattes un petit peu à la Catwoman, dont une qui est en train de tenir le katana de Who is Who. Donc là, ce qui pourrait être vraiment intéressant, ça serait que Who is Who et un Zoan antique. Et là, bien sûr, alors je pense que je suis pas le seul à l'avoir, mais qu'il est ce putain de fruit du démon du tigre aux dents de sabre. Tigre aux dents de sabre, ça veut dire que avec ses deux dents et l'autre katana, ça veut dire qu'il aurait 3 armes pour pouvoir combattre. Et donc, ça nous donne peut-être un petit combat entre Who is Who et Zoro. Who is Who veut tuer quelqu'un. Qui veut-il tuer? Bon, personnellement, je pense que c'est Queen pour tout simplement devenir une calamité. Et la dernière chose qu'il y a à dire aussi avec Who is Who, c'est tout simplement que eux, enfin, je pense même que c'est tous les Tenryu, enfin les Tenryubito, je vais encore le dire, non, les Tobiropo, tête d'enclume, tous les Tobiropo se désintéressent d'aller... Non, mais je suis vraiment trop con, Ils vont pas aller chercher Luffy, Zoro et les autres, parce que le but de ça, c'est que Queen donne la place à Tenryubito. Mais non, putain, Tobiropo! Mais arrête d'être con, le doc, arrête d'être con! D'un Tobiropo, ils sont déjà Tobiropo, donc ça leur donne rien d'aller niquer la gueule de Luffy et des autres. Donc ils sont toujours sur Yamato, et justement ils disent bien que Yamato sera une plus grosse prise. Pourquoi? Tout simplement pas parce qu'il est plus puissant, parce qu'il est plus dangereux, etc. C'est tout simplement pour bien paraître devant Kaido. Donc voilà, ça c'était les petites choses. Après on arrive sur l'un des passages qui m'a le plus fait rigoler dans la lecture de ce chapitre.
Sanji et le quartier des plaisirs, Kinemon qui a un fruit des démons qui saute à l'eau, le pauvre Chopper qui se retrouve devant Big Mom. Enfin, c'est un bonheur total. Sanji et le quartier des plaisirs, c'est un rêve qui devient réalité pour lui. Il avait déjà eu ce qui s'est passé au niveau des bains. On a l'annonce de Black Maria. Donc Black Maria, est-ce qu'il y a un combat avec Sanji comme je l'avais dit, mais on sait bien que Sanji ne peut pas taper sur les femmes. Est-ce que Black Maria est réellement une femme? Là on peut se poser la question, hein. Le vrai semblant qu'on a eu tout au long de cet arc Wano Kuni, donc maintenant on ne peut plus croire ce que l'on voit. La chose que j'ai eu peur à un moment, on voit Sanji qui ressort l'air complètement dépité, c'est parce que on pourrait croire peut-être qu'il s'est fait contrôler par quelqu'un, parce qu'après on le revoit plus. Est-ce qu'il est vraiment déçu qu'il n'y ait pas de femme à l'intérieur? Est-ce qu'il a vu Big Mom? Je ne pense pas, parce que sinon il y aurait eu d'autres choses qui se seraient passées. Donc là on se pose des questions un petit peu pour la suite. Kinemon, comme je l'ai dit, lui décide d'y aller, et on voit qu'il y a énormément de monde, et là on voit que les portes s'ouvrent, il y a Big Mom qui apparaît, et ça je l'ai lu dans beaucoup de commentaires, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas reconnu Big Mom dès le départ. Elle est tellement maquillée qu'on n'arrive presque pas à la reconnaître. Le char ralentit, on voit que ça fait glang 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 glang, et il n'y a plus personne, tu sais, il manquerait juste un ballot de paille qui passe pour faire vraiment le... Plus rien, et là... T'as le regard, enfin t'as la double case, mais je vois la double case qui est juste là devant mes yeux, mais... Il a le don. Il a le don. Il a le don. Se dire que ça, en 3 cases, t'as toute une mise en scène qui se fait, qui est magnifique. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, encore une fois, pourquoi Ichiro Oda a décidé de mettre ça en place? On a Big Mom, on a Chopper, et il y a une relation. Quand Big Mom avait eu son amnésie, quand elle était sur la plage et qu'elle a vu Chopper, elle s'est liée d'amitié avec Chopper. Et ce qui est important aussi à se rappeler, c'est que la Big Mom qu'on avait là, c'est la véritable Big Mom. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui est en elle. Enfin, dire que c'est la véritable Big Mom, peut-être pas, mais c'est l'enfant qui est vraiment en elle. Comme moi, le doc qui vous fait ces vidéos, en vérité, c'est l'enfant qui est en moi, qui s'exprime dans les vidéos et qui s'éclate à mort. Et bien là, on peut imaginer exactement la même chose. C'est-à-dire que la Big Mom qui va voir le Chopper va peut-être faire un écho dans la Liline qui est à l'intérieur. Il y a peut-être un bon jeu à utiliser ici. Il y a peut-être vraiment un bon petit truc où alors elle va carrément péter les plombs. Après, on arrive sur le truc, enfin... Le running gag, c'est embêtant pour eux, mais en un sens, ça permet d'avoir de l'empathie, qu'on n'avait peut-être pas pendant cet arc, justement, Whole Cake. C'est la team Mama Rocket. C'est-à-dire que là, ils remontent, ils repartent pour arriver justement à cette île d'Onigashima, et ils vont enfin avoir leur moment de gloire. Ils sont là pour prendre la tête de Mugiwara et après faire cette alliance. Manque de peau, il y a encore un oiseau qui arrive. Il y a qui dans cet équipage? C'est-à-dire qu'on n'a pas pour l'instant les personnes importantes qui vont être importants pour une suite de cet arc Whole Cake. Il y a eu les personnages lambda, il y a eu des personnages intéressants. On a bien sûr Perospero qui était très très intéressant, mais Perospero il a perdu son bras contre Pedro. Normalement Pedro il est mort, donc faire revenir Perospero n'est pas très important. On a Smoothie. Smoothie, qu'est-ce qu'elle a fait d'important? Oven, exactement la même chose. Les deux personnages qui sont vraiment importants pour la suite, ça va être tout simplement Katakuri ainsi que Pudding. Pudding, le mariage avec Sanji. Il va y avoir un truc avec Sanji, il va revenir, il va avoir une romance, il va avoir quelque chose. Et le Katakuri, on peut imaginer, mais ça serait vraiment totalement fou, c'est-à-dire la mort de Big Mom, et c'est Katakuri qui redevient le chef de cet équipage feu Big Mom. Big Mom fait partie de l'ancienne génération, hein. Vous voyez que Goldie Roger il est mort, on a aussi Barbe Blanche qui est mort. Barbe Blanche était en même temps justement que Big Mom et aussi Kaido, donc il y a la fin d'une génération pour qu'une nouvelle prenne la place. Donc Big Mom va
peut-être mourir, et donc c'est Katakuri qui va reprendre les rênes de cet équipage. Et vu ce qui s'est passé entre Katakuri et Luffy, on peut imaginer que Katakuri fasse plus tard une alliance avec Luffy contre un ennemi qui peut mettre en péril la continuité de l'existence même de One Piece. Je parle pas de One Piece qui est au niveau de Loftel, je parle carrément de Im-sama ou Barbe Noire, qui vont mettre une dictature en place qui sera encore pire que celle qui existe. C'est-à-dire qu'il y a cette alliance que je vous ai déjà beaucoup parlé, justement avec Akainu. Akainu, à un moment, on le retient pour plus tard, ce que je suis en train de vous dire, mais Akainu, à un moment, va combattre aux côtés de Luffy. Oui, je suis complètement taré, il y en a qui vont dire, t'as rien compris, mais... on le place ici. Les personnages qu'on voit ici au niveau de Big Mom, ce ne sont que, entre guillemets, des faire-valoir. Ils sont là pour une sorte de running gag pour amener. Est-ce qu'ils vont avoir un moment décisif plus tard? Je ne pense pas. Imaginez déjà tous les combats, tous les trucs qu'il va y avoir entre Kaido, les samouraïs, les ninjas, enfin le peuple de Wano Kuni, les fourreaux rouges qu'on va justement reparler un tout petit peu plus tard. Et d'ailleurs, j'ai oublié de la lire, cette phrase, pendant la réaction live. D'ici à ce que vous remontiez, l'époque aura sans doute connu de grands changement. Donc ici, Marco nous annonce que eux, ils reviendront qu'à la fin. Donc on arrive justement sur cette fin avec Marco qui arrive. Marco super stylisé, Marco qui arrive quand même à faire valser le Queen Mama chanteur qui n'est pas n'importe quel bateau. Est-ce que Pell, par exemple, aurait été capable de faire ça? Pell avec le Queen Mama chanteur, ça aurait peut-être fait... C'est-à-dire que là, c'est Pell qui tombe. Et le Queen Mama, elle aurait chanté. Le fait que Marco fasse la même attaque que King, est-ce que ça sous-entend un futur combat entre Marco et King? Il y a plusieurs bateaux qui montent. C'est aussi ça qui m'a induit en erreur. C'est-à-dire que quand on voit la case avec plusieurs bateaux, j'ai pensé que le bateau qui était au premier plan était le bateau de Nekomamushi et que celui du fond était celui de Marco. Donc voilà, et petite explication. Et surtout, on voit qu'à l'intérieur, il y a Neko Mamushi et il y a aussi une personne avec un rouge à lèvres et cette personne c'est Izu. Izu, le frère de Okiku, et là, il y a encore une beauté dans la symbolique, c'est-à-dire que il y a Toki qui a bien annoncé le retour de 9 fourreaux rouges. Donc dans nos têtes on s'est dit, ça sous-entend que à un moment Kenjuro va se retourner contre Orochi et va devenir un petit peu ce fourreau rouge qui va aussi participer à la chute d'Orochi. Sauf que là, on a Izu qui est arrivé. Est-ce que Izu serait ce 9e fourreau rouge qui va remplacer Kenzuro? Et l'autre chose qui fait encore plus triper, si Izu est là, et après ce qu'il dit, c'est regarde au-dessus, c'est l'œuvre de Marco, ça fait longtemps depuis cette guerre, ça veut dire que ils ne se sont peut-être pas rencontrés avant. Je pense que Marco était tout seul sur l'ancienne île de Barbe Blanche, et s'ils ont mis autant de temps à arriver, c'est peut-être parce que les autres capitaines de Barbe Blanche sont là aussi. Et là, ça serait, mais... oh, punaise, mais ça serait tellement bon. Et surtout, la chose la plus importante, c'est qu'il y a toujours la dernière volonté de Barbe Blanche. Barbe Blanche a demandé à son équipage de protéger Luffy. Et c'est ce qu'ils vont faire ici. Et Luffy, c'est le frère de Ace. Donc, ils ont une excuse, ils doivent se racheter de ne pas avoir permis à Ace de survivre. Moi j'imaginais qu'il n'y ait que Marco par exemple qui revienne. Parce que Marco ne veut peut-être pas être le capitaine de... Je pense qu'il y a eu la dissolution de l'équipage de Barbe Blanche. Mais là, de revenir et qu'il y ait les autres qui vont être là, c'est magique. Moi je vous le dis, c'est magique. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse qui était quand même assez longue. Maintenant, c'est le résultat du concours qui a été fait par qui? Qui a été fait avec ADN bien sûr. Donc premier tirage sur Twitter, c'est Sadi qui a gagné. Donc Sadi, je vais te contacter pour te donner ton code. Après, c'est le résultat par rapport à Facebook. Facebook, c'est Monaskia Huguenin. Je vais dire que c'est comme ça, bravo à toi, c'est toi qui as gagné. Et enfin, on a le résultat sur YouTube. Et là, je suis super content, c'est fan de Ibari.
Pourquoi je suis content? Parce que cette personne, elle me suit depuis très longtemps. Donc en un sens, que ça soit tombé sur toi, eh bien ça me remplit le cœur. Par contre, toi tu vas regarder la vidéo, donc je te demande de me contacter via ma page Facebook, s'il te plaît. Tu dis je suis fan de Ibari et tu dis j'ai gagné, etc. et tu recevras ton code. Donc encore une fois, gros merci à ADN, gros merci à vous. J'espère que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette critique analyse vous aura aussi fait plaisir. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires, mais surtout, n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.